Il faut vraiment s'imaginer la scène. On est en mars 2024, à Mexico. À plus de 2000 mètres d'altitude, ouais. Exactement. Et on a un homme de 74 ans, en coulisses d'un stade absolument immense. L'air est rare, il a une grippe foudroyante, de la fièvre, sans parler du décalage horaire d'un vol de 14 heures qui doit lui marteler le crâne. C'est le cocktail parfait pour un effondrement physique. Bah c'est ça. De l'autre côté du rideau, t'as 40 000 personnes qui scandent son nom. Ils attendent qu'il apparaisse avec son fameux violon, son sourire légendaire. Et là, soudainement, son corps dit stop. Il s'effondre. Et pour n'importe quel artiste, c'est déjà un cauchemar absolu. Mais quand cet artiste s'appelle André Rieu, tu sais, le roi de la valse, cet effondrement en coulisses, ce n'est pas juste un drame médical personnel. Ah non, c'est clair. C'est une véritable onde de choc industriel. Du jour au lendemain, toute la machine s'arrête net. Et c'est précisément par ce point de rupture fascinant qu'on va commencer notre décryptage d'aujourd'hui. Parce qu'on connaît tous l'image de marque d'André Rieu, n'est-ce pas? Les foules immenses, les violons flamboyants, les immenses robes de bal dignes de la cour de Vienne. Le côté très conte de fées, voilà. Tout à fait. Sauf que les sources qu'on a rassemblées pour cette analyse, et on parle de rapports financiers ultra détaillés, d'articles d'investigation, de notes sur son énorme empire immobilier, et même d'une interview rarissime de sa femme, tout ça révèle une réalité totalement différente. On est très très loin de la perfection immaculée d'un cygne qui glisse sur un lac, tu vois. En dessous, la réalité c'est que ça pédale frénétiquement pour ne pas couler. C'est d'ailleurs tout l'objectif de notre plongée dans ces documents aujourd'hui. Il s'agit vraiment de comprendre les mécanismes, le véritable coût humain, financier et psychologique derrière cet empire monumental. Parce que quand il s'effondre à Mexico, les conséquences logistiques sont immédiates et ils sont d'une violence inouïe. Ah mais c'est un cratère! En lisant les rapports, j'étais hallucinée. Les sources parlent de 4 concerts annulés à la toute dernière minute, t'as 40 000 fans qu'il faut rembourser, 125 membres de l'équipe et de l'orchestre à rapatrier d'urgence en Europe, et le chiffre qui donne le vertige, c'est cette perte financière estimée à plus de 15 millions de dollars. Attends, 15 millions pour seulement 4 dates annulées. C'est absurde comment on peut absorber un choc pareil. Eh bien, c'est là qu'on touche à la fragilité structurelle de son modèle. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce genre d'annulation de dernière minute, surtout quand la cause invoquée est simplement une maladie générique, ça n'est tout simplement pas couvert par les assurances standards du spectacle. Ah bon? Même à ce niveau de production. Surtout à ce niveau, en fait. Les polices d'assurance refusent de couvrir des risques aussi gigantesques et imprévisibles pour un leader qui a 74 ans. Donc ces 15 millions, c'est de l'argent qui s'évapore directement des caisses de sa propre entreprise. Aïe. Ouais, il supporte totalement seul le coût des locations de stade, le fret international de ses décors immenses, les billets d'avion, les salaires de tout le monde. Et pour couronner le tout, la gestion de crise de son équipe a été un véritable désastre. La production s'est contentée de publier un communiqué laconique, hyper mystérieux, en parlant juste d'une maladie. Et dans notre ère numérique, le silence face à ce genre d'événement, c'est littéralement de l'essence sur un feu de forêt. Complètement. Parce que la machine Rio, dans l'esprit des gens, elle est censée être inépuisable. Le public est habitué à ce qu'il soit invincible, toujours souriant. Donc, quand il disparaît d'un coup, sans explication claire, le vide est immédiatement rempli par la panique. Les réseaux sociaux sont devenus complètement fous. Moi, j'ai vu passer dans les archives des fausses nécrologies qui fleurissaient partout. Des milliers de personnes le pleuraient déjà sur Internet. Ils étaient intimement convaincus qu'il était mort. Mais en lisant tout ça, il y a une question qui m'a obsédée tout au long de mes lectures. Pourquoi est-ce qu'un homme de 74 ans qui a déjà vendu plus de 40 millions d'albums, qui possède une fortune colossale, pourquoi est-ce qu'il continue de s'imposer un rythme de rockstar aussi punitif? Pourquoi ne pas juste dire stop, on arrête les frais? Pour répondre à ça, nos sources nous obligent à faire un grand bond en arrière dans le temps. Bien avant les stades remplis et les jets privés. Il faut vraiment comprendre la psychologie de l'homme. Et ça se passe à Maastricht, dans les années 1950. On découvre dans les documents une enfance où la musique était absolument partout, mais où la chaleur humaine, elle, était quasiment inexistante. C'est vrai que c'est l'une des parties les plus sombres qu'on ait trouvées dans les documents. Donc il naît en 1949, dans une famille catholique extrêmement stricte. Son père est le chef de l'orchestre symphonique de Maastricht. C'est un milieu ultra rigide. Et il y a cette citation glaçante d'André lui-même, tu te souviens ? Ouais, tout à fait. Il raconte que ses parents ne supportaient pas de le voir et, je cite, « simplement assis là, heureux ». Il ressentait une froideur permanente, un manque affectif énorme qu'il percevait comme étant dirigé spécifiquement contre lui. Et c'est la clé de voûte de toute son œuvre, en fait. Beaucoup de critiques musicaux
Les puristes, on va dire, ont très souvent rejeté le style hyper joyeux, très coloré et exubérant d'André Rieu. Ils voient ça comme une simple formule commerciale, un truc un peu kitsch, juste pour vendre des billets à la chaîne. Alors que ce n'est pas que ça. Exactement. En réalité, c'est une réponse psychologique très directe à cette éducation glaciale qu'il a subie. Toute sa carrière s'apparente à une forme de rébellion intime. Il a littéralement construit cet empire monumental pour recréer, mais à une échelle mondiale, la chaleur humaine dont il a été privé quand il était enfant. Donc en fait, s'il sourit avec autant d'insistance sur scène, s'il fait valser des milliers d'inconnus chaque soir, c'est presque une forme de thérapie pour lui-même. C'est complètement l'idée. Il est ce besoin viscéral de s'entourer de joie, physiquement, bruyamment. Mais cette rébellion, il faut bien voir qu'elle ne s'est pas faite sans douleur, hein. Le monde de la musique classique est un monde qui est profondément conservateur, et l'establishment l'a vraiment fait souffrir à ses débuts. Ah bah ça, tu m'étonnes. Les notes mentionnent d'ailleurs des années d'études musicales qui étaient brutales. On parle de professeurs tellement impitoyables, tellement exigeants, qu'il en jouait du violon jusqu'à s'en faire saigner les doigts. Ouais, il y a une pression de performance incroyable. Et il y a même cette anecdote folle où il raconte avoir dû mettre sa montre au clou au Mont-de-Piété juste pour pouvoir s'acheter un archet correct. Mais la vraie rupture, le moment de bascule, le point de non-retour, c'est cette grosse dispute avec son père en 1973. Oui, parce que le père d'André incarnait vraiment cet élitisme classique pur et dur. Et un jour, André a osé jouer une valse de Franz Lehár. Qui est un compositeur d'opérette, c'est ça, hein? Voilà, de la musique dite légère. Et pour son père, jouer ça, c'était une insulte absolue à la grande musique, c'était de la sous-musique. Cette dispute a provoqué une rupture familiale violente. Mais paradoxalement, c'est ce qui l'a libéré. C'est ce qui lui a permis de tracer sa propre route. Ce qui nous amène, en 1987, à la création de son propre ensemble, l'orchestre Johann Strauss. Et au tout début, ce n'est rien du tout, ils sont juste 12 musiciens, il doit payer les répétitions de sa propre poche. Et prend tous les risques financiers dès le départ, ouais. Exactement. Son but, c'est de casser les codes, de rendre la musique classique accessible à tous, que ce soit festif. Et l'explosion a vraiment lieu en 1994 avec la fameuse deuxième valse de Shostakovich. Et ça devient un phénomène mondial l'année suivante, grâce à ce match de foot mythique de l'Ajax Amsterdam. Tout le stade s'est mis à valser dans les gradins, à la mi-temps. C'est une image d'Épinal, parfaite. Le monde entier découvre cette liesse populaire autour d'un violon. Mais, et c'est là que l'envers du décor vient rattraper notre récit, défier le monde classique traditionnel et monter un orchestre privé d'une telle ampleur, ça reste un choix aux conséquences redoutables. C'est vraiment la partie que je ne comprenais pas au début de mes lectures. Je me disais, le gars vend des dizaines de millions de disques, il remplit des stades gigantesques sur tous les continents, il doit nager dans des piscines de billets de banque, tu vois. Et eux racontent une toute autre histoire. C'est l'histoire d'une pression suffocante. Pourquoi est-ce que son modèle économique est si dangereux, au fond ? Eh bien parce que le monde classique traditionnel ne fonctionne absolument pas sur ce modèle. Un orchestre symphonique national ou régional, c'est lourdement subventionné par l'État ou les collectivités. Si une saison marche mal, si les billets ne se vendent pas, l'orchestre ne fait pas faillite. Il survit grâce au fonds public. L'argent rentre quand même, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors que l'Empire Rieu, lui, c'est une entreprise 100% privée. Il y a 0 subvention. Et avec la taille gargantuesque qu'il a atteint au fil des ans, on parle d'une centaine d'employés permanents, des chœurs entiers, des logisticiens, des musiciens qui sont salariés à l'année. Les coûts fixes de fonctionnement de sa structure s'élèvent à environ 1 million d'euros par mois. 1 million d'euros par mois, juste pour avoir le droit d'exister. Ça veut dire que s'ils ne partent pas en tournée, s'ils ne vendent pas de billets en masse, toute la machine s'effondre presque instantanément. Le droit à l'erreur est littéralement de 0. Exactement. Il est condamné à jouer, perpétuellement. Et cette pression l'a mené plusieurs fois au bord du précipice financier. Si on regarde l'année 2008 par exemple, juste avant la grande crise financière mondiale, il prend une décision complètement folle. Il décide de partir en tournée avec une réplique grandeur nature du château de Schönbrunn. Attends, je t'arrête. Une réplique grandeur nature. Tu veux dire qu'il a fait construire un château démontable pour voyager avec sur les routes, oui. C'est de la démesure totale d'un point de vue logistique. Mais c'est de la folie furieuse. Totalement. Il y avait des fontaines gigantesques, des patinoires intégrées au décor, des calèches avec de vrais chevaux sur scène. Le coût de fabrication, d'entretien et de transport international de cette structure titanesque l'a presque mené tout droit à la banqueroute. La tournée n'a tout simplement pas été assez rentable pour couvrir les frais de cette ambition démesurée.
Et le pire, c'est qu'à peine remis de ce désastre financier, c'est son propre corps qui décide de le trahir en 2010. Les notes médicales qu'on a consultées indiquent une sévère infection virale du nerf vestibulaire. En gros, c'est le centre de l'équilibre situé dans l'oreille interne qui est attaqué. C'est très handicapant. Il ne pouvait même plus se tenir debout sans avoir des vertiges atroces. Il a dû tout annuler du jour au lendemain. C'est le moment qu'il décrit d'ailleurs comme le plus sombre de toute son existence. Et la spirale infernale continue. En 2012, la pression financière est devenue tellement insoutenable, juste pour maintenir son énorme équipe à flot pendant ses coups durs, qu'il envisage très sérieusement de donner son propre violon en garantie à la banque pour obtenir un prêt. Son Stradivarius de 1732. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu le marché de l'art ou la valeur des instruments à cordes anciens, c'est juste impensable. C'est un peu comme si un directeur de musée posait la Joconde sur le comptoir pour payer la facture d'électricité de la fin du mois. C'est la preuve d'un désespoir total. Oui, c'est vraiment l'acte de la dernière chance. Et le vrai coup de grâce aurait d'ailleurs pu être la pandémie de Covid-19, tu sais, en 2020. Ah oui, l'arrêt mondial des spectacles. C'est ça. Plus aucun concert possible, nulle part. Les rapports financiers de son entreprise montrent des pertes nettes de 2,2 millions d'euros pour cette seule année. Et il n'a pu sauver son orchestre in extremis que grâce à un plan de sauvetage massif. L'État néerlandais lui a accordé près de 10 millions d'euros d'aide exceptionnelle. Sans cette intervention, l'Empire Ryu disparaissait purement et simplement. Mais en lisant tout ça, c'est ça qui est fascinant en fait. Face à cette instabilité chronique qui est terrifiante, qu'elle vienne de sa propre santé, de l'économie ou d'une pandémie mondiale, les sources montrent qu'il ne s'est pas laissé abattre. Il a développé une stratégie de survie incroyable au fil des ans. Il ne s'est pas contenté de mettre un peu d'argent en banque. Il a massivement investi dans la pierre, l'immobilier. Oui, parce qu'il a fini par comprendre que son art et la scène en général, c'était éphémère et extrêmement fragile. Donc en 1999, il commence par s'acheter un véritable château médiéval à Maastricht, qu'on appelle de Torencic, pour environ 1,9 million de dollars à l'époque. Et ça, c'est devenu sa forteresse de base. Mais le truc, c'est qu'il ne s'est absolument pas arrêté là. En creusant dans les registres cadastraux qui sont mentionnés dans nos sources, on découvre qu'au fil des décennies, il a acheté près de 100 propriétés juste dans la ville de Maastricht. C'est un portefeuille immobilier massif. On parle de maisons entières, de studios, de grands terrains, d'appartements de luxe. Le gars a littéralement racheté le quartier tout autour de son propre château. Est-ce que tu sais vraiment pourquoi il a fait ça? Parce que ce n'est pas juste de la pure spéculation immobilière pour s'enrichir. En fait, il utilise toutes ses propriétés pour loger son écosystème. Ses fils habitent à proximité immédiate, il loge des membres clés de son équipe technique, des musiciens, d'anciens employés fidèles. Il a véritablement transformé ce quartier de Maastricht en un village privé entièrement dédié à la survie et au confort de son orchestre. En lisant ça, j'ai eu une image mentale très claire qui m'est venue. C'est l'équivalent d'un fief féodal moderne. Face au chaos total de l'industrie musicale, où tu peux perdre 15 millions en une seule nuit à cause d'un mauvais virus au Mexique, il a pris la fragilité inhérente de son art et il l'a coulé dans le ciment et la brique. Il a acheté le village entier pour garder sa tribu près de lui, sous sa protection. Comme ça, si les tournées s'arrêtent net, la communauté, elle reste unie physiquement. Elle ne se disperse pas. C'est une excellente analogie. Le fief féodal le protège des tempêtes extérieures. Mais voilà le paradoxe ultime de cette histoire. Tu peux bien posséder 100 maisons et un château historique, ça n'empêche malheureusement pas ton corps de vieillir, ni tes nerfs de lâcher sous la pression. Pour maintenir un édifice aussi titanesque debout pendant un demi-siècle, la brique ne suffisait pas. Il a fallu une fondation humaine, une présence totalement silencieuse et invisible aux yeux du grand public. La véritable architecte de l'ombre, oui. Et elle s'appelle Marjorie. Honnêtement, en parcourant l'ensemble de nos sources, c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus marqué personnellement. Cette femme, c'est l'antithèse absolue du strass, des projecteurs et des paillettes qui entourent André. Marjorie, c'est le pragmatisme incarné. Tout à fait. D'ailleurs, leur rencontre est presque un cliché romantique en soi. Ça se passe lors d'une fête de la Saint-Nicolas. Elle, à l'époque, c'est une jeune enseignante d'allemand, décrite comme une fille plutôt flower power qui porte des grandes robes à fleurs. On est très loin du milieu strict de la famille Rieu. Très éloigné, oui. Le milieu bourgeois est très conservateur des parents d'André, désapprouve d'ailleurs immédiatement et vigoureusement cette relation. Sauf que, ironie du sort, cette fille Flower Power est rapidement devenue le cerveau logistique et stratégique de toute cette multinationale de la musique.
Pendant qu'il souriait et charmait les foules sur scène, c'est elle en coulisses qui rédigeait tous ces textes de liaison pour captiver le public. Et ça, depuis leur tout début, quand ils en étaient encore à jouer dans des petites maisons de retraite. C'est elle qui a écrit sa biographie officielle, c'est elle qui a géré de main de maître les budgets titanesques dont on parlait, qui a coordonné la logistique infernale des tournées, et surtout, elle a toujours catégoriquement refusé d'apparaître dans la lumière. Elle fuyait les photographes comme la peste. Elle refusait de monter sur scène, même pour les saluts finaux. Et il y a cette phrase incroyable qu'elle lui a dite un jour, qui résume vraiment toute la nature de son sacrifice personnel. Elle lui a dit « Mon monde est celui où tu reviens ». C'est beau. Ouais. Pendant qu'il passait sa vie sur les routes du monde entier à chercher désespérément la validation et l'amour du public, elle, de son côté, sacrifiait sa propre carrière pour gérer la forteresse à Maastricht. Élever leurs 2 fils, Pierre et Marc, gérer le quotidien et s'assurer, contre vents et marées, que l'entreprise ne fasse pas faillite. Le niveau de maîtrise et de sang-froid de cette femme est dingue. Tu te souviens, on parlait tout à l'heure de la crise de 2010, quand André était cloué au lit par ses vertiges, que la pièce tournait autour de lui et qu'il était terrifié par l'idée d'une ruine imminente. C'est Marjorie qui a pris le gouvernail du navire. Avec une froideur digne d'un grand capitaine de la marine, c'est elle qui a décidé d'annuler les tournées, c'est elle qui a géré les communiqués de presse, qui a rassuré les 100 employés qui paniquaient pour leur salaire. Elle a littéralement tenu les murs pendant que lui s'effondrait physiquement. Et c'est justement dans ce contexte dramatique de 2010 qu'on trouve l'un des détails les plus poignants de nos documents de recherche. André, qui est persuadé à ce moment précis que sa carrière est terminée, et peut-être même que sa vie touche à sa fin, prend la décision d'écrire une lettre à Marjorie. Une lettre qu'il ne lui donne même pas en main propre. Il la rédige et il la cache dans un des tiroirs de leur château. C'est leur fils Pierre qui est tombé dessus des années plus tard, un peu par hasard en fouillant dans de vieilles boîtes. J'ai noté la citation exacte de la lettre parce qu'elle est bouleversante. André y écrivait ceci : « Tu n'as jamais rien demandé, mais je te dois tout. Si c'est ma dernière tournée, sache que chaque note était pour toi. » Cette dévotion totale de la part de Marjorie, elle explique vraiment comment une machine aussi lourde a pu fonctionner pendant si longtemps sans imploser. Mais ce qui est encore plus fascinant à analyser, c'est que ce dévouement silencieux, c'est aussi ce qui a permis d'appuyer sur la pédale de frein au moment le plus critique de leur histoire récente. Ce qui nous ramène donc directement à notre point de départ. La boucle est bouclée. Mexico, mars 2024. Le fameux point de rupture de tout à l'heure. André est dans les coulisses du stade, il tremble de tout son corps, il a une fièvre de cheval, il est complètement à bout de souffle à cause de l'altitude. Il se tourne vers Marjorie, qui est là évidemment, et il lui avoue totalement vaincu « Je ne crois pas que je peux encore faire ça ». Et là, imagine la scène. Face à un gouffre financier immédiat de 15 millions de dollars, n'importe quel producteur ou manager classique aurait complètement paniqué, ou alors ils auraient piqué l'artiste pour le forcer à monter sur scène coûte que coûte, juste pour limiter la casse financière. Sauf que Marjorie n'est pas qu'une simple manager avide de rentabilité. Sa réponse, dans ce moment de chaos total, est d'une simplicité et d'une puissance remarquables. Elle le regarde dans les yeux et elle lui répond simplement « Alors, ne rentre pas à la maison ». C'est fou parce que c'est une phrase qui, sortie de son contexte ou traduite littéralement, pourrait sembler dure ou étrange. Mais dans le contexte intime de leur couple, c'est en fait une gigantesque permission qu'elle lui donne. Ça veut dire, en creux, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Le monde extérieur, les stades, les millions, ça n'a plus d'importance. Tu as le droit de t'arrêter. Reste ici avec moi, dans notre monde à nous. C'est exactement l'interprétation qu'il faut en faire. Après des décennies passées à courir frénétiquement autour du globe pour fuir le froid affectif de son enfance et à chercher la validation de millions de spectateurs, sa femme lui donne enfin l'autorisation d'être ce qu'il est vraiment. Un homme de 74 ans qui a le droit d'être fatigué, vulnérable et d'être malade. Et c'est là que réside le grand paradoxe de la figure d'André Rieu, je trouve. Il a passé sa vie entière sous le feu des projecteurs, à distribuer un amour théâtral, ultra démonstratif, grandiose, à des millions d'inconnus. Mais son propre empire n'a pu survivre aux tempêtes que grâce à l'amour silencieux, pragmatique, totalement invisible et ancré dans le réel d'une seule et même femme. Tout à fait. Et si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient d'analyser aujourd'hui, on voit bien que l'histoire d'André Rieu dépasse de très loin le simple cadre de la musique classique légère. C'est un véritable cas d'école sur la résilience humaine, sur la capacité d'adaptation.
Ça montre comment une faille psychologique profonde dans l'enfance peut devenir le moteur de construction d'un empire mondial. Mais surtout, cela prouve de manière indéniable que la magie qu'on voit sur scène, l'illusion de facilité, ça ne peut exister sans une discipline de fer et des sacrifices monumentaux cachés en coulisses. Et d'ailleurs, suite à cet énorme choc au Mexique, les documents montrent que les choses sont enfin en train de changer de manière structurelle. Oui, le grand paquebot ralentit enfin son allure. On apprend que c'est son fils, Pierre, qui a pris le relais sur toute la partie logistique lourde. Et surtout, c'est Pierre qui veille de près sur la santé de son père. Les notes précisent un détail important. Pierre a désormais l'autorité absolue pour stopper un concert en plein milieu s'il voit depuis les coulisses que son père vacille ou montre des signes de faiblesse. Il y a une vraie prise de conscience. Les tournées sont d'ailleurs repensées en profondeur. Il privilégie désormais les dates en Europe pour éviter l'épuisement massif lié aux vols long courrier et au décalage horaire. Même le contenu artistique des concerts évolue doucement. Les polkas ultra rapides, qui sont épuisantes à jouer au violon, laissent de plus en plus la place à des valses plus lentes. Il commence à accepter la réalité de son âge et de son corps. Mais bon, faut pas oublier de qui on parle. On parle d'André Rieu. Les rumeurs dans le milieu disent très clairement qu'il ne va pas disparaître discrètement sur la pointe des pieds du jour au lendemain. Apparemment, selon les bruits de couloir, il préparerait une sortie finale magistrale qui aurait probablement lieu chez lui, dans son fief de Maastricht. Quelque chose de grandiloquent, on imagine très bien la scène, des chœurs immenses, des feux d'artifice grandioses, pour finir sur un dernier silence spectaculaire devant son public. Une dernière grande mise en scène, oui. Ce serait assez cohérent avec le personnage. C'est surtout une manière psychologique pour lui de reprendre le contrôle absolu sur sa propre histoire, de décider de sa fin, à ses propres conditions, plutôt que de la subir suite à un malaise dans une chambre d'hôtel à des milliers de kilomètres de sa famille. C'est certain. Eh bien, au terme de cette longue plongée dans les coulisses cachées de cet empire, il y a vraiment une réflexion qui me reste en tête et que j'ai envie de partager. On a commencé cette exploration en parlant de la grâce visuelle d'un concert classique, de cette illusion de facilité magique quand la lumière de la salle s'éteint. Mais quand on se lève pour applaudir à tout rompre un artiste, ce prétendu génie qui se tient seul sur la scène, baigné par les projecteurs, est-ce que nous ne sommes pas au fond toujours aveugles à l'immense armée des ombres qui le soutient ? Aux crises de panique étouffées, aux faillites frôlées de justesse, aux sacrifices silencieux de tous ceux qui choisissent de rester dans l'obscurité juste pour que la scène tienne debout. La véritable œuvre d'art, finalement, ce n'est peut-être pas du tout la musique qu'André Rieu a jouée pendant 50 ans. Mais c'est cette vie complexe, hyper résiliente et d'une loyauté absolue qui a été bâtie brique par brique en coulisses, juste pour permettre à cette musique de résonner, ne serait-ce que le temps d'une valse.